Bonjour à tous. Bonjour à tous. Alors c'est un peu bizarre de parler sans qu'on sache s'il y a des gens derrière. C'est la beauté de la technologie. Bon, merci à BPI de nous accueillir sur cette masterclass où on va parler du projet qu'on a conduit au sein de Logical Pictures sur la tokenisation et la façon dont on utilise la blockchain pour changer le financement du cinéma. Alors d'abord un petit peu d'historique et de contexte. Donc moi je suis un entrepreneur, donc je suis ravi d'être ici. Et après Centrale, j'ai fait un peu de conseil en strat et ensuite j'ai eu une carrière d'entrepreneur dans la tech, dans le service B2B. Donc notamment j'ai fait partie d'une aventure dans les crèches avec les équipes de Babylou. Et puis je me suis à partir de 2013 beaucoup investi sur le private equity. Où j'ai monté un fonds de LBO qui s'appelle Capitem, puis un fonds Evergreen qui s'appelle Jadel. Le tout gérant une centaine de millions sous gestion. Et en 2016, j'ai souhaité appliquer ces thèmes, ces fonctionnements de private equity dans le financement du cinéma. Donc j'ai créé en 2015 une société qui s'appelle Logical Pictures, et qui conçoit et met en œuvre dans l'audiovisuel, donc cinéma et série, des solutions qui sont à la fois financières, artistiques et tech, sur mesure pour accompagner les talents et les producteurs et tous les partenaires qui les suivent. Donc on a à la base, en 2016, créé une société de financement et production de long métrage. On a financé en equity plus d'une vingtaine de longs métrages qui ont recueilli des jolis succès, on verra un petit peu plus tard. Et puis petit à petit, j'ai élargi ce scope à l'ensemble de la chaîne de valeur, en intégrant progressivement par des participants minoritaires puis majoritaires des distributeurs, Jokers qui est distributeur de Parasite, des vendeurs internationaux et une boîte de solutions tech qui s'appelle Cascadate. Pourquoi ? Parce que dans ce secteur, on a affaire principalement à des artistes, à des artisans. C'est un secteur qui est peu industrialisé et il me semblait important, moi en tant qu'entrepreneur et ingénieur à la base, d'essayer d'amener des solutions pour faciliter l'échange et simplifier la communication dans cette industrie. Donc ce groupe a été très fortement soutenu par BPI tout au long de sa création, et notamment quand on a lancé Cascadate. En 2020, on a fait notre petite dernière qui est Loveboat, une société de production publicitaire qui nous a permis de nous installer, de créer le bureau à Los Angeles. Et en 2021, on a souhaité accélérer la cadence et créer un nouveau fonds d'investissement qui s'appelle Logical Content Ventures, beaucoup plus important puisqu'on a déployé de 2017 à 2020 environ 10 millions d'euros dans le contenu. Là, l'objectif, vous verrez, c'est de passer plutôt entre 50 et 100 millions. En quelques années, on a financé plus de 20 films, avec des films qui ont eu des succès critiques et commerciaux assez intéressants. Je vous enjoins à aller au cinéma le 20 octobre, puisque c'est la sortie de Pleasure, un film qui a eu de belles accolades, puisqu'il était sélectionné à Cannes et au Festival de Sundance, et qui vient de gagner le prix du jury au Festival de Deauville. Et puis on a en décembre La Fièvre de Petrov, qui sortira après avoir concouru en compétition officielle à Cannes cette année. Sur les filiales du groupe, on a un catalogue de plus de 150 films de grands auteurs internationaux, avec des films privés, des films de genre, et une forte exposition au cinéma asiatique qu'on aime beaucoup, avec notamment Parasite, In the Mood for Love, Neon Demon, enfin voilà, des grands noms et des grands films du cinéma récent. Et puis on a une action en particulier sur le cinéma
j'en parle 2 minutes, mais sur le cinéma de catalogue, hein, cinéma de patrimoine, hein, puisqu'on croit beaucoup à l'importance de ces références-là. Et donc on édite, on ressort par exemple Memories of Murder, Anabi, Les 7 Samouraïs, et In the Mood for Love fait partie de ces ressorties. Alors, avant qu'on rentre dans le vif du sujet sur comment est-ce qu'on a utilisé la blockchain dans notre milieu, je vais faire un petit peu d'explication sur qu'est-ce que c'est investir dans le cinéma. Parce que c'est relativement rare. On est très peu d'investisseurs en France et en Europe plus largement à investir dans le cinéma. Donc je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Alors d'abord, la chaîne de valeur, elle est relativement complexe. Donc dans le cinéma, entre ce que vous voyez, c'est-à-dire vous, l'audience, qui est de plus en plus multicanal, c'est-à-dire on passe par les salles et on va remonter la chaîne de valeur, les salles, les exploitants, la télé, et puis surtout maintenant la VOD et la SVOD, les plateformes comme Netflix et Amazon. En amont, on a entre ces gens-là, ces distributeurs-là, ces diffuseurs-là, et les producteurs qui sont les gens qui produisent, qui construisent et qui sont responsables de la création d'un film. On a deux intermédiaires, les distributeurs qui sont les gens qui placent les films dans les salles de cinéma notamment, et les vendeurs internationaux qui s'occupent de vendre le film dans le monde entier. Et en amont des producteurs, on a évidemment les auteurs, les talents, donc les auteurs, les réalisateurs évidemment, les acteurs, qui ont souvent leurs agents et leurs managers. Cette chaîne de valeur, elle a des problématiques très importantes, historiques, qui, à notre sens, et au sens notamment du président du CNC qui avait mis un rapport en 2018, Dominique Boutonnat, sur le financement du cinéma, empêche l'intervention de fonds privés. Ces pain points, comme on dit, sont notamment tout au long de la chaîne une difficulté à une vraie opacité à la distribution de revenus, avec une distribution de revenus qui est opaque et un peu complexe, des manques d'outils de validation de contrats, de suivi des contrats, de suivi de l'exécution des contrats, une difficulté à piloter et à optimiser la valeur des mandats qui sont confiés par les producteurs à leurs mandataires, les vendeurs puis les distributeurs, et très peu de transparence dans le suivi des coûts qui sont dépensés, notamment au niveau des distributeurs, sur le marketing par exemple. Donc un distributeur, quand il choisit d'investir sur un film, il achète le film pour les droits de son territoire. En général, un distributeur, il est national. Donc vous avez un distributeur allemand qui va acheter les droits de Pleasure et il va payer un minimum garanti, donc un avaloir, une espèce d'avaloir au producteur, et ensuite il va dépenser de l'argent en marketing. C'est lui qui va dépenser les affiches, etc. Et cet argent-là, il va le recouper sur les recettes qui remontent. Donc c'est très compliqué pour l'amont de la chaîne, si l'aval n'est pas transparent, d'avoir une vraie estimation de la performance de leur film. Et donc tout ça fait que quand on est un acteur privé et qu'on investit au niveau de la production, il est compliqué de se dire qu'on va avoir une visibilité sur les flux qui vont remonter. Donc, et ça, c'est un vrai frein à l'investissement privé. Donc, quand on investit dans le cinéma, qu'est-ce qu'on fait ? Investir dans un film ou une série, c'est investir dans le budget du film. Et on vient compléter, en réalité, ce qu'on appelle le gap de financement. Donc on a un budget de 5 millions et le producteur a réussi à réunir déjà 4 millions. Et il lui manque un dernier million pour partir en tournage. Donc typiquement aujourd'hui, un plan de financement type d'un film européen, c'est 25%, un quart environ d'aide fiscale, donc de tax crédit. C'est des crédits d'impôt à la production, puisque la
production, c'est quelque chose qui dépense beaucoup d'argent en local. Donc beaucoup d'États ont des systèmes de tax credit. En France, on a un crédit d'impôt cinéma, on a un crédit d'impôt international. En Belgique, il y a un tax shelter, etc. Donc en général, on est autour de 25%. On a des subventions directes des régions en général pour autour de 20%. Et on a des préachats de chaînes. Alors le plus connu étant Canal+, évidemment en France, mais chaque pays a son préacheteur privé professionnel, ce qu'on appelle la Pay TV, avec Sky par exemple en Italie ou en Allemagne. Quand on investit en général entre 15 et 40%, 35% du budget. Donc en moyenne, on va dire 20%. Et le reste, c'est du levier, c'est comme si on était sur un LBO avec du levier non remboursable en réalité, puisqu'on a un levier de x3 à x7 en suivant qu'on mette 15 ou 35%. En échange de cet investissement, dans le budget, on a droit en réalité à deux éléments principaux. Le premier, c'est une scénarisation de cette créance, c'est-à-dire qu'en fait on va se positionner en priorité sur 100% des remboursements jusqu'à rembourser des remontées de recettes, jusqu'à rembourser l'investissement. Et ensuite on va prendre un premium qui en général est 20% du montant investi. Donc ça c'est dans les mêmes conditions. Donc on a une dette senior, une créance senior. Et en parallèle, on prend une valeur patrimoniale, donc une part de copropriété à perpétuité sur les recettes du film ou de la série. Donc en général, c'est entre 20 et 50% des recettes. Donc ça, c'est ça qu'on constitue quand on dit on investit dans le cinéma. Voilà ce que ça veut dire. Voilà. Alors comment est-ce qu'on utilise la blockchain? Désolé pour les 10 minutes de présentation liminaire, mais comme on n'est pas sur un schéma très classique, je pense qu'elles étaient nécessaires. On a utilisé, alors déjà un petit mot sur la blockchain. Je pense que ceux qui suivent cette masterclass sont familiers avec ça, donc je vais essayer de passer vite, mais un mot sur qu'est-ce que la blockchain et comment est-ce qu'on l'utilise. Donc la blockchain, c'est une technologie de stockage et transmission d'informations, c'est une technologie de protocole, donc une couche assez basse, qui permet de partager des informations et de les valider collectivement, et donc d'éliminer une centralité. Donc c'est-à-dire que sur une blockchain, on n'a pas d'autorité centrale, on n'a pas de tiers de confiance, et ça permet de décentraliser la validation d'informations. Donc ça marche avec des chaînes de blocs, évidemment, c'est d'où le nom, et ça devient très robuste et très sûr à partir du moment où on a un certain nombre de validateurs. Donc chaque client du réseau possède la copie de l'ensemble du registre des blocs et peut le lire, et est un nœud du réseau. Donc c'est une technologie qui est ouverte. En général, la plupart des blockchains sont open source, et c'est des technologies qui sont à base cryptographique forte, donc qui sont sur des niveaux de sécurité importants. Alors, je vais préciser quelques concepts qu'on va utiliser dans la suite, et puis enlever quelques potentiels quiproquos. Donc une blockchain, elle sert à la base, puisque c'est la première blockchain qui a été créée, c'est Bitcoin, elle sert à échanger des monnaies virtuelles. Donc en fait la monnaie virtuelle elle est stockée sur les unités de compte que sont la blockchain, et on suit au travers de la blockchain des échanges de cette unité de compte. Donc ça permet de créer une monnaie décentralisée, donc une monnaie sans banque centrale. Donc c'est pour ça que les banques centrales ne sont pas forcément bullish sur les crypto-monnaies, puisque ça permet de les couper. Alors vous avez suivi d'ailleurs qu'il y a beaucoup de banques centrales qui lancent elles-mêmes leurs crypto-monnaies. La Chine vient d'interdire la blockchain, les techno blockchain et l'utilisation des crypto-monnaies, et elle lance en revanche sa propre crypto-monnaie.
Alors, plus généralement, et notamment à partir de la blockchain Ethereum, a été ouvert la notion de token, donc de cryptoactif. Le cryptoactif est un actif numérique qui permet d'utiliser soit un service sur une blockchain, on appelle ça un utility token, ou soit représentant un actif financier sur une blockchain. Donc ça s'appelle un security token. Donc là, on parle de titre de créance ou de capital. Cette distinction est très importante puisque si on est dans un utility token, on est entre guillemets dans un droit commun un peu flou. Pour être honnête, ça dépend des pays, mais c'est relativement flou. Donc, un security token, lui, en revanche, on tombe dans la réglementation bancaire, la réglementation financière, qui est très très légiférée. Mais donc, on est dans un champ réglementaire qui, lui, est connu et identifié. Alors, si je veux prendre un exemple sur qu'est-ce que c'est un utility token, en fait, pensez à vos miles. Donc, quand un security token, c'est un titre de capital, donc c'est comme si vous avez une action d'Air France. En revanche, en utilisant Air France, vous gagnez des miles. Ces miles vous permettent d'avoir des billets primes, d'avoir des privilèges. Ça, c'est le principe d'un utility token. Voilà. Donc, sur une blockchain, on peut stocker à la fois des securities ou des utilities. Et donc, ça a donné lieu dans les années passées à ce qu'on appelle des token sales events, qui sont des méthodes de financement basées sur une vente de tokens. Alors, cette vente de tokens se fait soit en crypto, soit en fiat. Fiat, ça veut dire monnaie classique. C'est une monnaie auquel on croit. Et suivant qu'on vend des security tokens ou des utilities, on parle de STO, Security Token Offering, ou ICO, Initial Coin Offering. Voilà. Bon, désolé pour la petite partie didactique, mais c'était pour pas perdre ceux qui n'étaient pas au même niveau. Donc, et pardon pour les experts si j'ai fait quelques raccourcis. Alors, quelques avantages qui nous paraissent très importants sur la blockchain dans l'industrie du cinéma. C'est que la blockchain, elle permet, notamment dans l'exécution des technologies Ethereum ou Tezos, qui sont les derniers protocoles de blockchain, la génération 2, au-delà de Bitcoin, même si aujourd'hui on peut le faire sur Bitcoin, c'est le développement des smart contracts. Donc les smart contracts, c'est un contrat automatisé, où la blockchain sert à la fois d'escroc, donc d'escompte, de compte séquestre, on va dire, et de base de calcul transparent et réparti. Donc on est sur des transactions qui peuvent être automatisées, sécurisées, puisque la blockchain est à la base de technologies crypto très fortes, et elle n'a pas de centralité, donc il n'y a personne qui peut trafiquer une blockchain, et infalsifiable. Infalsifiable, et puis surtout qu'on peut le prouver, puisque on peut remonter l'intégralité du registre au travers de la blockchain. Donc on a des sujets de sécurité, de transparence, de consensus qui sont très intéressants. Traçabilité, archivage. Ça, c'est des points qui nous permettent de développer, d'utiliser ce processus d'authentification très sécurisé et notamment d'horodater, d'enregistrer les différents contrats qui sont pris par les différentes parties prenantes. Vous l'avez vu tout à l'heure dans la chaîne de valeur. Notre secteur est un secteur qui est hautement digitalisé, entre guillemets, mais en tout cas hautement virtuel. On est dans de l'économie qui est l'économie de la connaissance. On est sur des transferts de droits en réalité, même si à un moment ça se traduit par des tournages où on se déplace tous et on dépense beaucoup d'argent pour créer et fabriquer un film. D'ailleurs, ce film-là, en plus, il est maintenant numérisé. Donc, on est sur des actifs qui sont des actifs intangibles. Donc, on transfère des droits. On transfère des copies digitales. Et qui dit transfert de droits dit nécessité de reconnaître ces droits, de reconnaître plus largement qui a ces droits-là, combien il les a payés, pour combien de temps, puisque les droits sont cédés pour un temps donné. Et donc, il est nécessaire de pouvoir horodater, par exemple, certifier que des contrats ont été pris. Et on a été très inspiré par une fonctionnalité qui est très particulière à la France, qui est un programme qui a été lancé il y a plus de 50 ans maintenant par le CNC, le Centre national du cinéma et de l'audiovisuel,
l'image animée, pardon. Le CNC, lors de sa création après la Deuxième Guerre mondiale, a intégré ce qu'on appelle le registre du cinéma et de l'audiovisuel, le RCA. Le registre du cinéma et de l'audiovisuel, le RCA, c'est un endroit où historiquement les producteurs, les distributeurs, les vendeurs, les auteurs, les agents déposent de façon papier l'intégralité des contrats qui ont été signés sur une œuvre audiovisuelle. Et c'est très intéressant parce que ça permet aux gens qui sont concernés de faire valoir ces droits-là, par exemple vis-à-vis des banques, vis-à-vis des financeurs, etc. Donc c'est une espèce de registre d'hypothèque du cinéma. Ce qui est très intéressant, c'est que avec la blockchain, ça permet de digitaliser ce registre, d'aller même plus loin puisque ça permet de l'internationaliser. Donc le RCA d'ailleurs vient d'être digitalisé sous forme PDF. Mais là, ça permet d'aller plus loin et ça permet de le faire au niveau international. Donc ça a été un des gros inspirateurs pour moi quand les technologies blockchain ont évolué et ont permis cette banalisation de l'horodatage et de la certification. Pour moi, ça a été un des vrais marqueurs de dire tiens, le RCA, on pourrait imaginer de l'internationaliser, un service de ce type, et on voit bien en France, nous, l'importance de ce type-là de service. C'est un service qui est purement français. La deuxième grande utilité, c'est que vous avez vu qu'on est dans une chaîne de valeur qui est assez complexe et qui traite de répartition de revenus. Donc les revenus remontent de façon multicanale. Je vous l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui on n'est plus que sur la salle. On a la salle qui remonte des recettes, on a la VOD qui remonte ensuite des recettes, on a l'édition physique qui remonte des recettes, ensuite on a la SVOD qui remonte des recettes, la télé qui remonte des recettes. Tout ça va s'implémenter dans ce qu'on appelle le waterfall, donc la cascade de revenus. Et ce waterfall va répartir, dans ce waterfall apparaissent les différents intervenants et les différents ordres de redistribution de recettes qui sont réalisés au fur et à mesure de la récupération de chaque intervenant. Alors ça, c'est très important puisque ce waterfall, c'est une pièce centrale de l'investissement. C'est relativement complexe à mettre en place et à appréhender quand on n'est pas du secteur. Et donc c'est un facteur c'est un vrai facteur de méfiance de la part d'investisseurs privés qui ont l'habitude d'investir dans des schémas un peu plus simples de type equity, dans lequel on investit dans une boîte et on investit soit en actions, soit en obligations. Donc là, pour nous, la blockchain, elle est très intéressante pour permettre d'automatiser la redistribution de ce waterfall. Donc elle a plusieurs intérêts. Elle a la transparence, elle a l'automatisation. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a personne qui va faire de rétention monétaire. On prend pas forcément de risque du coup de rétention monétaire, et puis on a une automatisation des rapports, des générations des rapports de ce qu'on appelle des rapports de recettes, des relevés de droits, qui est quand même un élément administratif un peu compliqué, et les acteurs du monde du cinéma et de l'audiovisuel c'est pas forcément ce qu'ils préfèrent, faire des reporting financiers administratifs, c'est pas forcément leur meilleure compétence. Voilà. Donc je vais rentrer dans le détail d'un cas pratique sur ce qu'on a réalisé sur notre nouveau fonds Logical Content Ventures. Et là vous allez voir, on va rentrer dans vraiment du très concret, puisqu'on est un des premiers fonds qui sommes tokenisés, donc on a digitalisé les actifs de notre nouveau fonds. Donc ce fonds Logical Content Venture, je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez compris, dans le panorama du groupe, c'est nouveau fonds de coproduction dans les films et séries. Logical Pictures a été enregistré auprès de l'AMF comme société de gestion et gère le fonds qui est lui-même enregistré. L'intégralité de nouveaux investissements du groupe dans le contenu en termes de financement equity est fait par Logical Content Ventures, et on vise un montant de l'offre entre 50 et 100 millions. On a pour l'instant un maximum à 100 millions d'euros qui a été arrêté avec l'AMF, avec un montant minimum d'investissement 100 000 euros, puisqu'on est réservé aux investisseurs qualifiés. Alors, point important, le fonds est un evergreen. Le fonds est un evergreen,
c'est-à-dire c'est un fonds qui n'a pas de durée de vie. Et il n'a pas de durée de vie puisqu'on a les droits, vous l'avez retenu tout à l'heure, on a les droits à perpétuité. C'est-à-dire que quand un film marche bien, on a des recettes à perpétuité. Alors, en général 99 ans, ça dépend des pays, les règles dépendent un peu des pays du droit d'auteur, mais pour simplifier, 99 ans. Donc si on veut maximiser la valeur du catalogue, il faut qu'on puisse faire valoir ses droits sur la perpétuité. Donc le fonds est un evergreen en euros et dans le cinéma, on a des remontées de recettes qui sont assez rapides. Donc on n'est pas du tout dans le monde du private equity dans lequel on investit pour attendre 4, 5, 6 ans que la boîte soit revendue et récupérer sa plus-value, j'espère, ou sa moins-value. Nous, on est sur un fonctionnement qui est très différent puisqu'on investit dans le film avant sa mise en production et on remonte des recettes dès que les recettes remontent. Et ces recettes, elles peuvent remonter assez vite puisque le film se prévend, il y a des préventes qui sont faites et donc du coup on peut avoir des recettes qui remontent au bout de 12, 18, 24 mois. Donc le modèle économique du fonds, c'est un rendement, c'est un fonds de rendement, c'est un fonds de yield qui va fournir un rendement entre 4 et 6% dès la 4e année. Et quand on intègre le modèle économique qui a été retenu sur Logical Content Ventures aux 20 premiers films qui ont été financés par Logical Pictures, en réalité on aurait servi les 6% dès la première année. Donc on est sur un modèle de long terme avec une valeur liquidative, c'est important, trimestrielle, qui est établie par la société de gestion et qui est auditée annuellement par EY. Par Price. Oups, on a un gros logo Price. Les actions sont loquées pendant 24 mois, ce qui est réellement court en réalité. Et on investit dans ce qu'on appelle des smart movies, donc des films à budget contenu plutôt de genre, des gros films prestige, des séries et du contenu à impact. Contenu à impact, c'est du contenu qui a un impact sociétal, parce que moi je suis convaincu que par ailleurs on fait changer les choses, notamment avec les jeunes en ce moment, plutôt par l'image que par des bouquins. C'est un fonds qu'on a lancé en partenariat avec BNP, Price et Portzamparc, qui est la filiale de commercialisation du groupe BNP. Alors, comment est-ce qu'on utilise la blockchain dans ce cas très précis? Dans ce cas très précis, on utilise la blockchain pour tokeniser le fonds. Donc, les actions de Logical Content Ventures sont émises sous forme de security token. Alors c'est très important. En plus, on est sur une forme complexe d'action puisque l'action est liée à une obligation qui va remonter le rendement. Donc on a ce qu'on appelle un produit complexe, un produit d'investissement complexe. Et donc souscrire un produit complexe, c'est toujours un peu complexe, comme le nom l'indique. Donc le fait de tokeniser et d'avoir d'encapsuler l'oblig et l'action dans un security simplifie le processus de souscription. Ces security tokens sont des titres de propriété digitaux et on les enregistre dans une blockchain. Donc dans la réglementation française, on appelle ça un DIP, ce registre de titres digitalisé. Donc on utilise nous le protocole Tezos pour mettre en place ce DIP. Et donc le protocole Tezos, qui est une blockchain, on va dire européenne, principalement française, dont le centre de recherche principal Nomadic Labs est à Paris. Et c'est une vraie première, donc on a été ravis d'avoir Tezos pas très loin pour mettre en place ce projet. Et donc la souscription de Logical Content Ventures se fait uniquement par cette souscription à des security tokens. Donc c'est ce qu'on appelle une STO, une Security Token Offering. Alors, ça permet quoi de tokeniser? Ça permet, au-delà de simplifier ce que je vous ai dit, de simplifier la souscription d'un produit complexe, ça permet d'optimiser la liquidité par des marchés secondaires automatisés. C'est très important puisque, comme je vous l'ai dit, on est sur un evergreen. Donc un fonds classique, il a une durée de vie de 8 ans, prolongeable de 2 ans. Donc en général, au bout de 10 ans, on liquide le fonds, les investisseurs savent que dans 10 ans, ils récupèrent leur mise avec ou pas une plus-value ou une moins-value. Mais en tout cas, ils récupèrent de l'argent. Et une liquidité forcée. Sur un evergreen, il n'y a pas de liquidité forcée.
on a un véhicule qui est un véhicule industriel. La logique de Logical Content Ventures, c'est une logique très industrielle, comme peuvent l'être une logique d'un Pathé, d'un Gaumont, qui sont des logiques de catalogue. On constitue un catalogue et on sait que sur ce catalogue-là, 20% des films prendront de la valeur et 80%, au-delà de leur premier cycle, au bout de 5 à 8 ans, ne vaudront pas grand-chose. Donc on mise sur le futur. Le problème d'un evergreen, c'est qu'il n'y a pas ces jalons de liquidité. Donc comment est-ce qu'on organise la liquidité sur un evergreen? Justement en le tokenisant. Parce que tokeniser, ça nous permet l'organiser des bourses d'échange très simples, automatisées. Alors dans un premier temps, on est en train de mettre en place d'ailleurs une bourse d'échange entre les investisseurs qui ont été whitelistés. Donc ça, c'est 12 mois après l'ouverture de la souscription qui a eu lieu fin août. Donc 12 mois après l'ouverture de la souscription, on va mettre en place dans l'espace investisseur de Logical Content Ventures une bourse d'échange. Et on va y revenir un peu plus loin sur comment elle fonctionne. Ça, c'est vraiment une première. C'est quelque chose qui a été mis en place avec l'AMF. Et à moyen terme, on va dire autour de 24 mois, on espère bien pouvoir coter notre security token, et donc les sous-jacents associés, sur des marchés secondaires de liquidité. Alors, ces marchés de secondaires de liquidité, donc ce sont des bourses. Alors, les bourses, c'est une logique qui est très très connue dans l'univers de la crypto. On a des bourses d'échange comme Binance, Kraken, etc. Sans faire de pub, donc il faut que j'en cite deux au moins. Donc, on a des bourses d'échange qui permettent d'échanger, typiquement d'acheter ou de vendre des crypto-monnaies. C'est le même système de bourse d'échange, mais sur des crypto-actifs security. Donc on est dans un marché régulé et on travaille là-dessus, vous verrez, avec un partenaire qui vient de ce monde-là. Donc il y a déjà en Suisse un marché de security token qui vient d'ouvrir. Il y a des projets d'ouverture en France. Idéalement, effectivement, on aimerait bien pouvoir le coter sur un marché parisien. Ça a comme avantage par ailleurs que notre sous-jacent est un sous-jacent qui est relativement simple à appréhender par le grand public, même si on n'est aujourd'hui pas sur du retail, mais on comprend bien que si un film du catalogue a une Palme d'Or, un Oscar, un César, etc., fait un énorme box-office, et ça c'est transparent, on le voit très bien. Enfin, quand on a un film qui performe, genre Les Ch'tis, etc., ou Parasite pour faire simple, prendre un film qui est dans le groupe, quand Parasite fait 2 millions d'entrées, c'est pas, voilà, il n'y a pas besoin d'avoir été un pionnier du financement du cinéma pour imaginer que ça va apporter de la valeur dans le catalogue. Donc on a un lien assez direct avec l'animation du titre. Donc je crois beaucoup, moi personnellement, à ces places de marché, à ces marchés secondaires sur notre thématique, donc sur des catalogues, sur des fonds, sur des IP. Imaginez si on pouvait tokeniser l'IP de James Bond. James Bond n'aurait pas besoin d'aller voir un grand studio, enfin les producteurs de James Bond n'auraient pas forcément besoin d'aller voir un grand studio pour financer leur film. Et d'ailleurs, pour aller voir les studios, uniquement en servicing et les avoir comme partenaires techniques de distribution. Donc cette logique-là, elle rejoint une logique assez propre aussi à la blockchain, qui est de redonner le pouvoir aux créateurs. On travaille évidemment beaucoup sur des NFT, etc. Le deuxième avantage principal, d'un point de vue, encore une fois, il faut bien voir, on fait pas de la blockchain pour se faire plaisir. La blockchain est une techno qui est quand même assez complexe, donc on fait de la blockchain pour servir un but. L'autre but qu'on peut servir en tokenisant pour les investisseurs, c'est d'amener de la transparence, puisqu'on a encodé dans le smart contract qui constitue le token LCV, on a encodé dans le smart contract les règles de répartition des flux de trésorerie. Et comme je vous l'ai dit, le secteur est un secteur qui est plutôt opaque, qui est réputé. Alors, en fait, il n'est pas opaque par volonté, il est opaque parce qu'il est complexe et parce que les gens qui l'animent ne sont pas des grands professionnels de la finance, je pense, principalement. Évidemment, il y en a 2-3 qui ont une volonté d'opacité, mais ils sont très très minoritaires. Mais en revanche, c'est un secteur qui est réputé opaque, très opaque. Et donc, du coup, amener de la transparence est un vecteur fort de confiance, je pense, pour les investisseurs. Donc, qui sont des investisseurs non spécialisés. Donc, par exemple, les fonds qui remontent les proceeds
qui remontent des recettes qui remontent de nos investissements sont typiquement réparties. À 80% sont réinvestis dans du contenu. C'est pour ça qu'on est sur un evergreen. C'est une logique, c'est un diesel, c'est une logique d'auto-allumage. On réinvestit la grande majorité des recettes qui remontent des premiers films. On a 10% qui sont servis en rendement pour servir le rendement de 4 à 6%. Et on a 10% qui sont dévolus aux frais de fonctionnement pour à peu près la moitié, et pour l'autre moitié à la constitution d'une réserve de liquidité qui va permettre d'amener encore plus de liquidité. Voilà. Et ces règles-là, on les a intégrées dans le smart contract. Donc comment ça fonctionne d'un point de vue très concret? On a une phase de souscription de 24 mois dans laquelle les souscripteurs, qui sont des investisseurs qualifiés, amènent... Alors, nous, on souscrit uniquement en fiat, donc en euros, en dollars, en ce que vous voulez, mais on n'accepte pas pour l'instant de crypto-monnaie. La banque dépositaire du fonds s'appelle BNP Paribas, donc c'est une banque qui est très à l'affût et qui a été très aidante sur la mise en place du projet, qui a duré 2 ans. Ce que je vous explique là dans cette masterclass, c'est le fruit de 2 ans de travail avec ses partenaires, avec Phil Fisher, notre avocat spécialisé, avec Aquilis, l'avocat corporate, avec l'AMF, le régulateur a été très aidant. Donc on a 2 ans de développement pour arriver à ça. Donc et aujourd'hui, BNP n'accepte pas de souscription en crypto. Voilà. C'est en Bitcoin ou en Ether ou en Tezos. Donc on est uniquement sur de l'apport fiat. Le fonds est une SS à capital variable qui est qualifiée d'un autre FIA, donc un fonds investissement alternatif. Le fonds investit dans des films et séries et récupère du cashback, donc c'est les remontées de recettes, elles sont également en fiat. Voilà. Dans le dispositif électronique d'enregistrement partagé, dans le DIP, qui contient en réalité l'intégralité des actions, des titres financiers du fonds, on a un système une plateforme qui a été développée avec Blockchain ISDev, un développeur spécialisé, qui est une plateforme de tokenisation, donc qui permet d'émettre les titres au fur et à mesure de la souscription. Et on a un lien qui est une vraie première, qui est un lien complètement seamless, sans couture, pardon, désolé pour l'anglicisme, un lien sans couture qui a été fait entre les serveurs et la blockchain, donc les serveurs internes de Logical Content Ventures, la blockchain qui sert de registre de titres d'enregistrement, et les serveurs de BNP Paribas et les systèmes de BNP Paribas, puisque quand les fonds arrivent sur BNP, c'est ça qui nous donne le trigger pour ce qu'on appelle minter, c'est-à-dire créer, forger les tokens au fur et à mesure de l'arrivée des fonds. Autre point très important, c'est une grande première, on a intégré la plateforme au système de KYC et d'AML de BNP Paribas. Alors KYC, c'est Know Your Customer, AML, c'est Anti-Money Laundering, donc c'est le système d'anti-blanchiment et d'identification des souscripteurs. C'est des systèmes qui sont ultra méga rodé dans l'univers bancaire. Vous savez, tous les ans, votre banque vous demande de vous renvoyer un certain nombre de papiers. C'est parce qu'en fait, ils font des revues du KYC et l'AML est très important dans l'anti-blanchiment puisqu'on est sur une techno qui est faite pour permettre de la liquidité. Donc, si on veut permettre de la liquidité sur des marchés ouverts, il faut qu'on puisse savoir exactement à qui on a affaire et est-ce que les fonds ne proviennent pas d'opérations de blanchiment. Donc, pour la première fois, on a, avec BNP Paribas, interfacer les systèmes pour que quand l'investisseur s'enregistre sur la plateforme qu'on appelle Tokenize, quand l'investisseur s'enregistre sur la plateforme internement qu'on appelle Tokenize, c'est-à-dire qu'il va sur logicalcontentventures.com et qui commence son parcours d'onboarding, à un moment il va basculer sur les serveurs de BNP de façon complètement sans couture et il va revenir sur nous et finaliser sa souscription une fois que BNP aura validé le fait que c'est bien un investisseur qualifié, c'est bien un investisseur connu et les fonds ne proviennent pas de manipulation opaque. Le dernier point que je voulais mettre en avant, c'est le marché secondaire qu'on est en train de bâtir. Donc ça, c'est fait. Alors, pardon, cette partie-là, elle est faite. Elle est réalisée. On a aujourd'hui plus de 10 millions, quasiment 10 millions qui ont été souscrits
en 5 semaines, hein, puisqu'on, je l'ai dit, on a finalisé la plateforme fin août. Donc en 5 semaines, on a un peu moins de 10 millions qui ont déjà été levés. Et on a déjà émis pour 3 millions de tokens. On a une autre part. Enfin, le solde, il est dans justement le process de KYC AML et le process d'analyse qui prend quelques jours. Donc on a aujourd'hui sur la blockchain Tezos, vous pouvez y aller si vous êtes un peu connaisseur, vous pouvez aller sur la blockchain Tezos et vérifier ce que je viens de vous dire. Il y a des LCV, des tokens LCV qui ont été mintés, qui ont été fabriqués suite à des apports d'investisseurs. Le projet sur lequel on est en train de travailler en ce moment, c'est la mise en place du marché secondaire. Il est très innovant. Comment ça fonctionne rapidement? Ça fonctionne comme étant une place de marché fermée, alors pour l'instant aux investisseurs du fonds, donc typiquement aux investisseurs whitelistés. Donc on a un investisseur A, Alice, qui va vouloir avoir une intention de vente de tokens parce que au bout de 4 ans, elle a un accident de la vie, par exemple, un divorce, etc. Donc il faut qu'elle soit liquide. Et Bob, en même temps, va signaler sur la plateforme, le souscripteur B, une intention d'achat. Donc on a un tableau d'affichage, on a un bulletin board, c'est ce qu'on a développé dans les canons de l'AMF, où on affiche les intentions d'achat et de vente, on affiche les coordonnées des souscripteurs, on a une négociation qui se fait hors plateforme. Ça, on n'est pas sur de la négociation réglementée. Sinon, on est sur un exchange, on est sur une bourse. Donc, pour l'instant, on n'a pas cet agrément-là. Donc, on est sur une négociation hors plateforme. Et une fois ils sont mis d'accord sur le prix et sur la quantité, on initie un trade sur la plateforme à l'issue de la négociation. C'est-à-dire qu'on leur donne une adresse, un URL, et ils vont cliquer, ils vont venir déboucler et dénouer automatiquement la transaction sur une plateforme de règlement de livraison qui est développée par Liquidshare, qui est une filiale de BNP, Société Générale, entre autres, hein, BNP, Société Générale et Euronext, donc qui est un opérateur une fintech qui vient du monde bancaire, qui est lié avec un compte séquestre qui est mis en place chez BNP Paribas. Donc là, en fonction du moment où les sommes sont versées, les titres sont mis en séquestre et sont libérés. Donc on règle la patte cash au vendeur, la patte titre, la patte token à l'acheteur, et on actualise automatiquement le registre de titres dans le DIP. Voilà. Donc on a un règlement de livraison qui est complètement automatisé. Et moi, pour avoir géré des fonds classiques, non tokenisés et avoir eu à faire de la liquidité, je peux vous dire que c'est un truc qui est très complexe. Il faut appeler tous les 70 souscripteurs, il faut appeler les 70 souscripteurs, leur proposer le truc à la main, etc. Ça prend un temps infini. Donc à la fin, c'est un vrai vecteur, c'est un vrai frein à la liquidité. Là, ça se fait de façon automatique. Pour l'instant entre les investisseurs whitelistés, mais c'est un énorme plus, et moi je crois beaucoup à ça pour tout type d'actifs, tout type de fonds qui recherchent de la liquidité entre investisseurs. On a des innovations, on a des initiatives qui ressemblent un peu à ça. Elles ne sont pas tokenisées, mais on voit typiquement un Caption qui met en place des bourses pour les BSPCE, les stock options, etc. On comprend très bien que les gens cherchent de la liquidité. C'est-à-dire cherchent de la liquidité. Et donc ça, c'est un vrai moyen d'amener la liquidité sur un secteur qui est relativement peu liquide et d'amener la liquidité sur des fonds qui sont pour le coup fermés. Voilà. En conclusion, quelques mots de conclusion. J'espère que j'ai, à travers cette intervention, pu illustrer un cas très concret d'utilisation de la blockchain. Il y a beaucoup aujourd'hui dans l'univers de la blockchain. BPI connaît très bien ça et soutient cet écosystème. Il y a beaucoup d'acteurs qui essayent de mettre en place des dispositifs qui sont assez innovants, des fois un peu trop. Donc on a des acteurs traditionnels qui bougent un peu moins vite. Donc ça se traduit souvent par des POC, des proof of concept, des tests, des essais. En plus sur la blockchain, très souvent on a à côté du mainnet, on a des tests, des réseaux de tests. On a un vrai, on a un foisonnement de POC. Et nous, ce que j'ai voulu essayer
essayer de vous faire passer dans cette masterclass, c'est un projet qui s'est mis en place, qui est réel, qui est réalisé. On a pu tester, nous, sur ces dernières semaines et mois, en approchant des investisseurs, la pertinence de notre proposition de valeur. Sur le sous-jacent, évidemment, c'est ce qui les intéresse. Hein. Un investisseur, il veut savoir sur quoi il investit en premier. Et puis mettre en place des outils pour améliorer, lever ces freins. Et ces outils-là, on a utilisé le blockchain pour lever ces freins-là, le frein de l'opacité en amenant de la transparence, de l'automatisation, le frein de l'illiquidité en amenant des bourses d'échange, etc. Donc, en conclusion, je crois que la blockchain maintenant est une technologie qui a rejoint un certain niveau de maturité. On peut faire des opérations, des systèmes industriels avec la blockchain. Encore une fois, il faut l'utiliser à bon escient pour simplifier et amener de l'automatisation, enfin amener de la fluidité sur votre business. Voilà. Je vous souhaite un bon big, une bonne journée et puis de belles aventures entrepreneuriales. Merci beaucoup.